L'actualité, Isabelle Perron en fait son terrain de jeu. Elle questionne, elle secoue les idées et explore des angles jamais visités. Isabelle Perron. Avec la mairesse, nulle autre que la mairesse de la ville de Longueuil, Catherine Fournier. Bienvenue à l'émission. Merci Isabelle. Il y a plusieurs enjeux sur la table, mais si on y va avec ce qui nous intéresse le plus, les élections municipales qui vont commencer très bientôt. Oui. Faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de candidats dans Longueuil. Il y a entre autres Sacha Parisella qui veut se présenter, mais qui n'a pas encore été approuvé par Élections Québec, qui veut représenter Agora Longueuil. Est-ce que... pas décourageant, mais le fait qu'il y ait peu de candidats comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il y a beaucoup de candidats dans toutes les grandes villes. Puis il faut rappeler aussi qu'en 2021, à Longueuil, il y avait 4 candidats à la mairie avec des équipes complètes dans les districts. Donc moi, je ne m'inquiète pas du tout pour la démocratie longueuilloise. Maintenant, il faut dire que mon équipe et moi, on a travaillé très, très fort dans les 4 dernières années. Je pense qu'on a convaincu peut-être certains sceptiques, certaines personnes qui doutaient. Moi, j'en rencontre parfois des gens qui me disent « Oh, je te trouvais un peu jeune, donc j'ai pas voté pour toi, mais la prochaine fois, t'es assuré que je vais t'appuyer. » Puis les gens sont globalement satisfaits. En tout cas, c'est ce qu'on entend. Là, moi, je fais énormément de porte-à-porte. Je me suis promenée dans l'ensemble des quartiers, tant dans les 4 dernières années que récemment dans le contexte un peu plus préélectoral. Puis l'appui qu'on reçoit, c'est assez incroyable. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi. Donc, les gens sont contents. Il n'y a pas nécessairement de mouvement d'opposition à certaines politiques ou idées qu'on met de l'avant. Je pense que ça fait du bien aux gens de voir qu'on parle de Longueuil dans des termes positifs. Parce que ça n'a pas toujours été le cas dans les années précédentes. Longueuil était vraiment le théâtre de nombreuses chicanes, de nombreux déchirements au sein du conseil de ville et au sein du conseil d'agglomération, donc avec les autres villes voisines. Depuis des fusions municipales, on était dans un climat assez difficile où les projets étaient au ralenti justement en raison des conflits politiques qui prévalaient. Donc, d'avoir maintenant une collaboration entre les villes, d'avoir une collaboration aussi qui se répercute au sein même du conseil, ça fait du bien aux gens. Puis les gens voient que Longueuil rayonne, que Longueuil progresse, qu'on avance. Donc non, ça va très bien au contraire. Puis moi, je veux dire, je prends rien pour acquis. Puis on mène une campagne de tous les instants. Là, on a débuté la campagne électorale au mois de mai, en fait. Plus officiellement, j'avais déjà tous mes candidats. On a visité, je pense qu'on est rendu à près de 30 000 résidences en porte-à-porte. Oui, parce qu'il y a des gens qui disaient elle fait pas campagne, il n'y a pas d'opposition, elle fait pas campagne. Puis ça, il y a quelque chose que tu as voulu comme remettre. Mais oui, j'ai voulu rectifier parce qu'en fait, la citation exacte, c'était que je n'avais pas besoin de faire campagne. Ce qui est très mal me connaître, là. Justement, moi, j'ai une éthique de travail qui est vraiment élevée, une rigueur aussi. Puis c'est une question de respect aussi envers les électrices et les électeurs. Moi, jamais je vais m'asseoir sur mes lauriers puis croire que tout est acquis. Je pense que je me suis toujours démarquée par mon ardeur au travail, par ma détermination. Puis c'est ce que je continue de faire. Donc, au contraire, je pense que le résultat qu'on obtient aujourd'hui, c'est la somme du travail qu'on a accompli ces dernières années, tout comme le fait qu'en 2021, j'ai remporté la mairie par plus de 61% des votes et que j'ai remporté 13 des 14 sièges pour lesquels je présentais des candidats. C'est pas tombé du ciel. C'est la force de notre travail, puis ce travail-là est encore à l'œuvre aujourd'hui. Donc non, on fait vraiment campagne. Puis honnêtement, sans rien enlever aux campagnes dans les autres grandes villes, je pense qu'on peut... on fait très bonne figure là, quand on se compare à où en sont les autres campagnes des autres villes. Je suis pas mal certaine que Longueuil, on a un bon pas d'avance. Puis, donc, on est très, très organisé comme équipe. Là, puis ça me rend fière, mais je pense que c'est la moindre des choses. Est-ce qu'il y a un désengagement de politique municipale, comme si on voit de moins en moins de candidats. Il y a de plus en plus de jeunes, mais pas tant que ça non plus. Est-ce que les gens se désintéressent de la politique municipale? Moi, je pense pas parce que depuis justement 2017, mais surtout 2021, on a beaucoup plus parlé de politique municipale dans les médias. Je pense qu'on est de plus en plus conscient que la politique municipale est la politique qui nous touche le plus au quotidien. En fait, 70% des services qu'on utilise viennent des municipalités. Je pense qu'on en est de plus en plus conscient. Il y a encore du travail à faire, mais je pense que les gens le réalisent. Puis maintenant, la politique municipale, c'est vraiment une politique de vision. Avant, c'était beaucoup moins politique, dans le sens que c'était très petite gestion, poubelles, égouts, puis c'est encore super important, les poubelles et les égouts, mais tu sais, ça s'inscrit dans une vision un peu plus transformatrice
de la ville, de la municipalité. Donc, non, je pense qu'au contraire, les gens s'y intéressent de plus en plus. Maintenant, est-ce que ça va se répercuter dans le taux de participation? Mais Ça, c'est une autre question. Mais il y a de la vitalité partout. Là. Comme je disais, dans les grandes villes, il y a beaucoup de candidats. Là. Je disais ce matin, la mairie de Québec, je veux dire, il y a 6-7 candidats, des équipes complètes un peu partout. C'est comme ça dans plusieurs autres villes. Dans les plus petits villages, on le sait que c'est plus compliqué là, de trouver de la relève en politique. Ils sont souvent élus de facto parce qu'il n'y a pas d'autres oppositions. Oui, puis il y a une différence entre d'avoir des élections par acclamation à chaque élection, puis une fois parce qu'il y a un appui important de la population. Là, je fais cette nuance-là, mais le gouvernement a quand même mis en place certaines mesures pour faciliter les candidatures. Donc, j'ai hâte de voir effectivement le portrait. Mais c'est sûr qu'on a parlé beaucoup de la politique municipale puis de la politique en général en négatif ces dernières années pour les gens qui font de la politique. Ouais. Fait que ça peut, l'intimidation, je pense, les réseaux repousser. sociaux. Exact. Ça, j'ai peur. Puis moi, je l'ai dit publiquement là, quand j'ai annoncé ma candidature à la mairie pour un deuxième mandat en novembre dernier. J'ai tenu à mettre la lumière sur ce que je trouve de beau en politique parce que je voulais faire un contre-message. Oui, ça a fait réagir parce que j'ai joué un petit tour, là, je savais, j'ai utilisé un peu un code. Oui. Mais en fait, moi, j'ai juste convié les médias à une annonce sur mon avenir politique. Là. Si les gens pensent que l'avenir, ça veut dire qu'on s'en va, ça, c'est une autre affaire. Mais j'en étais consciente que ce serait un petit peu la rumeur la rumeur en ville. C'était l'objectif un peu, là. Oui, c'était l'objectif un peu de jouer avec ce code-là pour justement montrer, faire prendre un peu... les médias et les autres à leur propre jeu en voulant dire ben non, c'est pas parce qu'on parle de l'avenir que c'est seulement négatif, puis avoir une tribune pour parler justement puis inciter les gens à se présenter en politique municipale parce que oui, on a beaucoup mis la lumière sur ce qui va mal, le climat parfois toxique d'intimidation, les réseaux sociaux, puis c'est important de le dénoncer. Moi, j'ai fait partie des gens qui ont pris la parole à ce sujet-là, mais en même temps, il faudrait pas que ce message-là prenne tout l'espace puis qu'on oublie ou qu'on écarte tout le positif qu'on est capable d'accomplir en politique municipale, puis la transformation qu'on est capable vraiment de donner à notre ville, la vision qu'on peut implanter, les projets qui avancent. Moi, je me sens privilégiée d'être la mairesse de Longueuil puis d'avoir l'occasion de contribuer en fait à ces projets-là au quotidien puis à améliorer la vie de ma communauté. Là. Je pense que c'est pour cette raison-là que tout le monde se présente en politique. Tu parlais du taux de participation aux dernières élections à Longueuil. Le taux de participation était 30 quelques %. 34 %, mais on est la seule des 10 grandes villes qui avait un taux de participation en progression. Mais comment on explique un taux de participation si bas? T'sais, même dans la parcelle d'Arthabasca, c'est au provincial, là. Ouais. Mais on s'est réjoui d'un 60 %. Reste que 40 % qui n'ont pas voté. Comment ça, le taux de participation, le taux de votation est si bas? Le taux de participation aux élections québécoises, canadiennes aussi diminue là, d'année en année, d'élection en élection. Tu te souviens, au printemps dernier, donc les élections fédérales, tout le monde en parlait, je veux dire. Le sujet des relations canado-américaines était au cœur de l'actualité. On peut pas comprendre comment quelqu'un aurait pu être tenu à l'écart de ce débat-là, de ces enjeux-là. Puis moi, je parlais avec un professeur d'université en sciences politiques ou en gestion publique, puis il me dit « moi, je pense que ça va être un record. Je pense qu'il va y avoir au moins 85 % des gens qui vont aller voter. » Puis finalement, on est juste dans les bas 60. Pourquoi? Donc, c'est fascinant de voir que quand tout le monde en parle, mais il y a quand même une frange très importante. Quand on parle de 35-40 % des gens qui vont pas voter dans une élection fédérale, tu te dis, coudonc, est-ce qu'il y a un clivage de plus en plus grand de désaffection envers nos institutions démocratiques? Il y a le clivage informationnel aussi qui est de plus en plus grand. Ça, c'est le phénomène selon lequel il y a beaucoup de gens qui se coupent de l'actualité. Qui, malgré le fait que l'information est plus que jamais disponible et à portée de main, mais il y a plus en plus de gens qui n'ont pas accès à cette information-là. En fait, ne se donnent pas le loisir là, d'avoir accès parce que c'est facile d'y avoir accès, mais là, les chambres d'écoute, les gens qui s'y intéressent pas, des gens qui font le choix aussi de se désintéresser. Maintenant, sur les réseaux sociaux, on le sait, les médias d'information canadiens sont bloqués. Donc, c'est un service. Il y a vraiment des gens qui vivent en marge puis qui savent pas ce qui se passe dans la société. Puis le clivage informationnel, c'est documenté. J'ai eu l'occasion de faire partie d'un projet avec l'Université Harvard ces dernières années, depuis 1 an, en fait. J'avais été sélectionnée dans le cadre de ce programme-là, puis j'avais eu une conférence avec d'autres maires et mairesses de partout dans le monde où on nous parlait de ça, ce fameux clivage informationnel, et ça va aller en s'accentuant, et c'est une menace pour la vitalité démocratique de nos sociétés. Comme mairesse, comment on fait pour s'adresser à ces citoyens, ces citoyennes, justement, quand on se dit, les gens vont pas voter, comment je fais pour les mobiliser? La meilleure chose, moi, j'ai toujours cru, autant comme quand j'étais députée ou candidate au
au palier québécois qu'aujourd'hui, comme mairesse, moi, je pense qu'il faut aller au-devant des gens. C'est pour ça que je crois beaucoup au porte-à-porte. Là. Vous parleriez à d'autres élus, puis c'est pas tout le monde qui partage mon avis, mais moi, je persiste et signe. Je trouve que le porte-à-porte, oui, c'est plus long. Tu sais, je veux dire, c'est samedi, là, de porte-à-porte. Mais je trouve que ça permet de nouer des connexions tellement authentiques, des vraies discussions, qu'on n'attend pas juste que les gens viennent à nous, qu'on va vers les gens. Fait que ça donne un portrait beaucoup plus juste aussi de l'opinion publique. Puis c'est comme ça qu'on peut donner de l'information aux gens. Je pense vraiment que le lien humain là, est essentiel parce qu'autrement, si on se fie juste sur la sphère numérique, sur la sphère médiatique, on sait justement cette désaffection envers les médias traditionnels ou la coupure qui est créée par le fait que les médias traditionnels ne sont plus présents malheureusement sur les médias sociaux. Puis les gens avaient pris l'habitude de s'informer sur les médias sociaux. Là, ça, c'est difficile. Fait que vraiment aller au-devant des gens, mais il n'y a pas de formule magique. Je pense que c'est la meilleure façon de faire. Dans les défis de Longueuil ou dans les enjeux, les priorités finalement sur la table à dessin, il y a entre autres les logements locatifs à but non lucratif. L'objectif, c'était un 20 Essayer de trouver finalement une façon de loger parce que la crise d'itinérance, elle est très grande. Est-ce qu'on sera capable d'y arriver à Longueuil à ce 20 %-là? On sera capable, mais ça va prendre plusieurs années. Là, on part de loin. On part à peu près 8 pour ce qui est là, du marché locatif. Donc, il faut redoubler nos efforts. Mais c'est ce qu'on a fait, en fait. On est en année record là, de construction de logements sociaux présentement à Longueuil. Donc, ça, c'est une grande fierté. Les logements sociaux et communautaires, parce que le but non lucratif, là, ça comprend tout ça. Puis, on va continuer d'accélérer dans les prochaines années. On s'est doté de différents outils, notamment le zonage incitatif. Donc, ça, c'est quand, dans certains secteurs, les promoteurs qui veulent construire plus densément, donc plus haut que ce qui est permis par le règlement de zonage ou encore le plan d'urbanisme, vont devoir payer une compensation à la ville. C'est quelque chose de facultatif, mais ça va permettre de bâtir notre fonds pour appuyer les entreprises sociales, donc les OBNL qui font du logement à but non lucratif. Donc, c'est plusieurs outils qu'on a mis en place là, tout récemment. C'est officiel depuis le mois de juillet, puis on offre un accompagnement très personnalisé à tous les projets OBNL de logement, donc abordables parce qu'ils sont à but non lucratif, qui se développent sur notre territoire. Puis on devrait avoir des bonnes nouvelles bientôt, même pour d'autres projets qui s'en viennent. Donc, à but non lucratif, oui, toujours. Oui, exact. Mais il y en a aussi des projets privés, mais nous, c'est sûr qu'on veut favoriser, la ville met tout à disposition pour favoriser encore plus rapidement les projets à but non lucratif. Est-ce que vous allez venir à bout, justement, des coûts? Vous en avez déjà parlé, mais c'est comme ça dans l'immobilier aussi. On veut aider les moins nantis, mais ça coûte tellement cher, les délais sont tellement longs. Effectivement, c'est un bon point. Donc, c'est une chose de construire des nouveaux logements à but non lucratif, puis il faut le faire. Mais un grand pan de la stratégie en habitation de la ville de Longueuil, c'est aussi de protéger des logements déjà existants, qui sont déjà abordables, qui sont sur le marché privé. Donc, il y a des organismes en logement qui se spécialisent dans l'acquisition de ce type d'immeuble-là. Donc, on parle de loyers qui demeurent abordables, je vais dire du 800-900 par mois. Là, il y en a encore. Il y en a encore à Longueuil? À Longueuil, oui, de moins en moins. Surtout, ils sont tous occupés. Ouais. Le taux d'inoccupation dans les logements abordables est très, très faible. On parle de 0,3-0,4 donc, l'enjeu, c'est qu'ils ne soient pas transformés, parce que s'ils sont rénovés de façon importante, lorsqu'ils sont vacants, bien, c'est sûr qu'ils vont être loués beaucoup plus cher. Là, je voyais, l'année dernière, je regardais dans un quartier où avant, il y avait des loyers à 500-600 $, mais maintenant, c'est 2200 parce qu'ils ont été rénovés, puis là, ils sont un peu plus luxueux. Mais la ville peut-tu faire quelque chose pour ça? Non, pas vraiment. Dans le sens où ce qu'on peut faire, c'est d'appuyer les organismes. Un des éléments de notre stratégie d'habitation, c'est de cibler ce genre d'immeubles-là sur le marché privé, puis d'aider à les mettre en relation avec des organismes qui s'affairent à rendre les logements à but non lucratif. Puis des fois, il suffit pas on veut pas tout rénover ces logements-là, mais s'assurer qu'ils soient sains, donc salubres. Je veux dire, faire le minimum, peindre et tout, mais je veux dire, il faut trouver des façons que ces logements-là restent abordables. Donc, la ville se donne cette responsabilité-là, mais c'est sûr qu'on peut pas commencer à acquérir tous les immeubles sur le marché privé. Donc, on va collaborer avec des organismes dont c'est la nature, dont c'est l'expertise, et on va appuyer financièrement comme on appuie tous les projets de logement à but non lucratif sur notre territoire. Il y a l'itinérance aussi qui gagne du terrain. On en parle beaucoup à Montréal, mais à Longueuil aussi. Est-ce que la gestion montréalaise nuit à celle de Longueuil?
Non, je dirais pas. Moi, je blâme personne, ni Montréal, ni aucune ville. À Saint-Jean-sur-Richelieu aussi, là, en Montérégie, il y a beaucoup d'itinérance. C'est un problème, je veux dire, c'est un phénomène, je veux dire, c'est plutôt très, très, très complexe. Puis, tu sais, on pourrait parler de Québec ou Ottawa, tu sais, est-ce qu'ils en font assez? Je sais qu'ils sont aussi préoccupés, tu sais, on travaille beaucoup avec le ministre Lionel Carman, qui est aussi député à Longueuil, mais c'est tellement multifactoriel, l'itinérance, tu sais, la question, oui, du logement, mais surtout la crise des opioïdes, donc la toxicomanie, tu sais, la drogue maintenant vraiment dévastatrice puis très peu chère, là, qui est disponible sur le marché, qui fait des dommages incroyables, la santé mentale. C'est ça, Donc, comme c'est un ville, paquet on de gère ça facteurs. comment? Ben, on gère ça parce que les gens sont dans nos rues, là, puis ce sont des citoyens et des citoyens à part entière. Donc, c'est beaucoup plus d'intervention de nos services policiers, même de nos services incendie, parce que quand les gens installent des tentes sur notre territoire, on s'assure qu'il n'y ait pas de risque pour la sécurité. Donc, on a des préventionnistes qui vont de l'avant. C'est sûr que ce sont quand même des coûts importants, là. Il y a beaucoup de policiers qui sont mobilisés. Heureusement qu'on a des policiers de quartier, là, nos policiers réseau qui jouent un rôle vraiment important. On travaille aussi de pair avec les intervenants sociaux des CIS, qui sont vraiment des ressources quand même très précieuses. Mais je tiens à dire que sans que ce soit parfait, puis oui, l'itinérance a beaucoup augmenté à Longueuil dans les dernières années, mais cette année, en comparaison de l'année dernière, on note quand même une diminution importante du nombre de campements, donc de tentes, là, en nombre de tentes sur notre territoire. Donc, à voir, est-ce que justement, on a quand même bâti des ressources qui sont de plus en plus organisées. Tu sais, la ville, on a même fourni un bâtiment municipal pour qu'il y ait un refuge d'urgence qui puisse y déménager. Donc, en tout cas, nous, on prend nos responsabilités, on est fiers. Ça a l'air d'avoir quand même un certain résultat. Même chose, d'ailleurs, si on revient à la crise du logement, cette année, il y a eu beaucoup moins de ménages qui ont demandé de l'aide de dernier recours. Ah. Puis je pense que c'est en raison du fait que les gens sont de plus en plus informés. La Société d'habitation du Québec fait une campagne vraiment plus hâtive. La Ville aussi, on a un comité qui fonctionne à l'année maintenant. Avant, c'était juste autour du 1er juillet. Puis mon équipe et moi, on a demandé à l'administration de mettre sur pied ce comité-là à l'année longue. Donc, ça peut aider. Puis on a vraiment eu moins de pression. Je te donne un exemple. Je pense qu'on est à peu près à 85 demandes d'aide d'urgence l'année dernière dans le contexte du 1er juillet, puis cette année, il y en a eu une cinquantaine. Donc, vous voyez ça d'un bon oeil, comme si les stratégies mises en place... Mais en tout cas, si je vois la question des données, même chose pour les tentes des personnes en situation d'itinérance sur le territoire, il y a une diminution par rapport à l'année dernière. Il y en avait 17 au maximum, c'était ça l'année passée? Ah non, il y en a eu près de 80. Là. 80 campements. Oui, sur le territoire de l'agglomération de Longueuil. Nombre de tentes, là, parce que des fois, campements, on s'imagine plusieurs tentes ensemble. Donc, à peu près 80 tentes, 80-85. On est à combien, là, à peu près? On est à 38, selon les derniers chiffres. Donc, évidemment, c'est pas acceptable. Moi, je veux dire, je considère pas que c'est gagné parce que juste 38, c'est des personnes à part entière, puis personne souhaite qu'il y ait des gens comme ça qui soient forcés d'être dans une tente. Quoique, il y en a qui c'est un choix, mais pourquoi font-ils ce choix-là? Je pense qu'il faut aller plus loin. Mais quand même, je dois me dire qu'il y a quand même une amélioration, même s'il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y a des gens qui se sentent plus ou moins en sécurité dans la métropole. On sait que, il y a différents enjeux. Là. Il y a moins d'armes à feu, mais il y a d'autres choses. Est-ce qu'à Longueuil, le sentiment de sécurité est le même? Ça ressemble à quoi chez... C'est sûr, là, la question de l'itinérance, puis je peux le comprendre, cause quand même une certaine insécurité. À Longueuil, on est habitué de composer avec l'itinérance. Comme à Montréal, il y en a toujours eu. L'itinérance était plus cachée, par exemple, chez nous. C'était rare qu'on envoyait à l'extérieur du secteur du métro. Maintenant, de plus en plus, on en voit. Ça peut causer des enjeux de cohabitation sociale. Cet été, il y a un citoyen en situation d'itinérance qui s'est installé sur une ruelle à proximité de résidence. Au début, ça allait somme toute bien. Même les citoyens ne voulaient pas que les policiers interviennent. Mais au final, après quelques semaines, ça s'est un petit peu envenimé. Donc là, en tout cas, on essaie de trouver des solutions parce que c'est pas simple. Les villes doivent agir dans un cadre légal. D'ailleurs, la Ville de Montréal l'a bien appris à ses dépens. La Ville de Montréal voulait démanteler un campement, celui sur la rue Notre-Dame, et la Cour les a empêchés de le faire. Nous, ce qu'on a décidé à Longueuil, c'était de respecter la jurisprudence parce qu'on se doute bien que lorsqu'on essaie de faire de telles interventions, ça se ramasse devant les tribunaux puis c'est bloqué de toute façon. Donc, on a plutôt choisi une autre approche qui est vraiment de convaincre les gens de se réaffilier, d'aller vers les ressources parce que des fois, on peut leur faire de la place dans les ressources, mais les gens ne veulent pas y aller.
Donc, tant que c'est pas une menace pour la sécurité publique qui est imminente, puis pas seulement un sentiment d'insécurité que je comprends par ailleurs, puis qu'on considère, puis qui est tout à fait légitime, mais la ville n'a pas le pouvoir de démanteler une tente. Là. Vous avez beaucoup parlé également des coûts des matériaux, là, les fameux dos d'âne à 10 000 ou les tronçons de rue qui coûtent 3,5 millions. Ce matin, il y avait glissades? Oui, ce matin, la glissade à Sainte-Thérèse, c'est le maire Christian Charron qui exprimait son malaise. 225 000 pour la fameuse glissade s'ils veulent la changer. Et là, nous, on change une glissade dans une piscine à 150 000 Je trouvais déjà ça scandaleux que ça coûte 150 000 Finalement, la nôtre est une aubaine. mais comment on va faire pour pallier ces coûts-là? Parce que là, bon, on s'entend, une glissade, on peut ne pas la faire. À un moment donné, des rues, il faut les refaire, il faut faire des tronçons. Il y a des choses qu'on n'a pas le choix de faire. Comment on fait pour pallier à ça? Je fais une blague parce que les gens, je pense qu'ils m'ont entendu faire beaucoup de sorties, dénoncer la situation. Puis ma question que je répète, et je vais la répéter encore ce matin, c'est où est-ce que ça va s'arrêter? On peut pas accepter comme ça. Moi, en tout cas, quand je reçois des projets sur ma table de mairesse, je suis comme, voyons donc, je vais pas comme signer ça puis en me disant que tout est beau, qu'il y a rien à questionner. Puis c'est pour ça que j'ai tenu à sonner l'alarme sur cette question-là, parce que collectivement, je veux dire, il y a une limite là, comme contribuable à ce qu'on peut se payer. Puis il y a énormément à faire dans les prochaines années parce qu'on a des infrastructures qui sont vétustes. Hein. C'est pas pour blâmer mes prédécesseurs, mais on dirait qu'on a toujours favorisé les nouveaux projets plus que l'entretien de ce qui existe déjà. Je pense que c'était comme un peu... c'était la norme en politique, là, que ce soit au municipal ou ailleurs. Puis je pense qu'on prend conscience des conséquences de ce comportement-là et du fait qu'il est urgent de réinvestir dans ce qui existe déjà, surtout ce qui nous fournit les services essentiels, l'eau potable et les égouts, notamment dans un contexte de résilience climatique. Là, on l'a vu, là, les infrastructures de la ville ne peuvent pas tout changer, mais on peut clairement faire une différence. Donc, oui, il y a un réinvestissement qui est majeur. Puis moi, je persiste et signe à demander au gouvernement de lancer une démarche qui va nous permettre de comprendre de façon plus fine la raison de l'explosion des coûts en matière d'infrastructure. On a quelques pistes. Évidemment, moi, j'ai rencontré beaucoup de monde dans les dernières semaines, dans les derniers mois sur ce sujet-là. Ben, mon Dieu, il y en a plusieurs. Ben, c'est sûr qu'il y a le coût des matériaux. Après ça, il faudrait creuser. Pourquoi qu'il y a un phénomène à la hausse aussi important? Ben, il y a peu parfois de concurrence, il y a peu de fabricants. Là. Si je prends le fameux exemple qui est maintenant célèbre des feux de circulation à $1 million, ben, c'est les poteaux de feux de circulation, il y a juste un fabricant. Fait que, on se ramasse à être dépendant. Donc ça, bref, c'est un enjeu, le coût des matériaux. Il y a le poids des normes. On se questionne pas parce que toutes les normes sont très nobles. Hein, les normes environnementales, les normes de sécurité, les normes, par exemple, en matière sismique. Donc, on veut être sûr que s'il y a un tremblement de terre, je sais pas, de 7 sur l'échelle de Richter, que tout soit parfait, qu'il n'y ait rien qui tombe. Mais après, même si toutes ces normes-là sont très, très nobles, il va falloir qu'on se questionne sur notre tolérance au risque. Hein. Oui. Parce que... si on est pour investir des millions et des millions de dollars pour quelque chose qui a presque pas de chance de se produire, je sais que la question est difficile. Non, mais ça se pose. Mais je pense que ça devrait se poser. Puis même chose pour les normes environnementales. C'est quoi le coût-bénéfice de certaines normes? Il y en a qui sont, je veux dire, elles sont toutes pertinentes. Mais est-ce que... Je te donne un exemple très parlant. Il y a quelques années, le gouvernement fédéral a mis des nouvelles normes pour l'assainissement des eaux. Les villes ont encore quelques années pour s'y conformer, mais pour que nous, on change nos appareils dans notre usine d'épuration des eaux, ça va coûter 400 millions de dollars. C'est une norme sur l'azote qui a finalement été... Donc, c'est une norme fédérale. Le gouvernement du Québec l'a adaptée par la suite. Mais tu te demandes, est-ce que ça va faire une si grande différence dans nos rejets au fleuve, cette norme sur l'azote-là? Est-ce que ça vaut le 400 millions que l'agglomération de Longueuil va investir? Puis ça, c'est juste l'agglo de Longueuil. Ça part des autres. Pas de bon sens. Fait que c'est plus ce calcul-là que moi, je nous invite à faire. Puis je pense que le gouvernement devrait faire un exercice public en ce sens-là. Je suis en contact avec le cabinet du premier ministre à ce sujet depuis le printemps dernier. Puis j'espère que leur réflexion a bien progressé cet été. On a une question sur la messagerie texte des citoyens de Saint-Hubert qui se demandent c'est quoi votre position sur les feux de foyer extérieurs? On se fait empester par notre voisin depuis plusieurs années. On est tanné. Oui. D'ailleurs, Saint-Hubert, dans l'agglomération, en fait, c'est un arrondissement de la ville de Longueuil, je tiens à le préciser.
pour ceux qui ne le sauraient pas. Les feux extérieurs au bois sont permis dans l'arrondissement de Saint-Hubert, sauf dans des cas précis, sauf en cas de smog, en cas de sécheresse. Si les citoyens sont intéressés, ils peuvent aller voir la nouvelle réglementation de la ville qui sera en vigueur à partir du mois de novembre. On a adopté le règlement là, il y a quelques mois, en fait assez récemment, là, à la fin du printemps, au conseil de ville. En fait, on a organisé une grande consultation publique avec l'Office de participation publique de Longueuil. Ça a été son premier mandat, la question des feux extérieurs et intérieurs au bois. Là, ça avait polarisé beaucoup les esprits il y a 4 ans. Il y avait eu un grand mouvement, donc je pense qu'on peut le permettre, mais il faut que ce soit encadré. Puis j'invite les gens, s'ils ont des problèmes, évidemment, avec leur voisinage, à parler à leurs voisins, si c'est pas le cas, de leur faire comprendre s'il y a des problèmes de santé, d'âge. Je pense que les gens sont compréhensifs. Puis s'il y a trop d'enjeux, ben, ils peuvent toujours faire un signalement au 311 là, au service des services de la ville. En terminant, on pourra continuer de lire finalement tes différents récits. Il y a un livre qui va sortir, Apprivoiser la politique, le 10 septembre. C'est un livre où tu vas nous expliquer finalement les balbutiements. Peut-être qu'il y a des enjeux des fois qui sont mal compris ou le système politique actuel est mal compris. Donc ça, c'est ce que tu nous proposes également à compter de l'automne. Oui, exactement. De mieux comprendre comment fonctionne nos gouvernements, comment se forger une opinion éclairée, justement dans un contexte électoral, comment s'organise une campagne électorale. Donc, je voulais mettre la lumière sur un peu les dessous de la politique, donc la façon dont on fait de la politique, mais aussi comment la politique s'organise dans nos sociétés. C'est un livre qui se veut un outil, là. C'est vraiment un guide. C'est pas comme un essai qu'on peut lire là, de A à Z, dans le sens que les gens peuvent lire un chapitre une fois de temps en temps. C'est vraiment pour améliorer notre compréhension du monde politique. J'amène aussi un regard sur les coulisses, les dessous du monde politique. Je pense qu'il peut être intéressant. Là, j'ai été députée 5 ans à l'Assemblée nationale du Québec. J'ai même été candidate au fédéral, puis je suis mairesse de Longueuil depuis 4 ans maintenant. Donc, j'ai un regard un peu 360 et c'est ça. C'est vraiment pour rendre la politique plus accessible, pour qu'on soit en mesure de mieux exercer notre rôle de citoyennes et de citoyens, en fait, de façon plus éclairée, parce que je rencontre beaucoup trop de gens qui me disent qu'ils sont un peu perdus dans notre système, qui n'ont pas nécessairement la compréhension, qui ne se sentent pas vraiment outillés pour faire des bons choix. Puis je trouve ça triste, puis je trouve que c'est comme un peu un échec de société. Puis ça a toujours été un mandat que je me suis donné de me dire, ben moi, j'ai fait mon entrée rapidement en politique à un jeune âge, fait que si je peux aider à tendre la main, puis à ce que justement, à démocratiser un peu ce monde-là qui semble parfois un peu plus inaccessible ou complexe. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, donc Apprivoiser la politique, qui sera en librairie à partir du 10 septembre, publié aux éditions Parfum d'Angle. Puis en 2017, tu avais sorti un livre pour l'engagement des milléniaux. Ouais. Est-ce que tu trouves que les milléniaux en font assez? Parce qu'il me semble qu'on entend la génération Z, les X, mais très peu les Y. Oui, ben en fait, c'est comme je l'ai démontré dans mon livre, c'est un type d'engagement qui va être différent. C'est pas parce qu'on n'a pas le même type d'engagement que les générations qui nous ont précédés que l'engagement n'est pas valable. D'ailleurs, j'en faisais largement état dans mon livre en 2017, donc ça peut se répercuter dans les valeurs d'entreprise. On est vraiment, il y a une grande génération d'entrepreneurs parmi les Y, donc des façons de transformer. C'est sûr que les prises de parole se font pas nécessairement à l'intérieur des instances, par exemple des partis politiques, mais vont se faire de différentes façons, sur le web, à travers des projets donc entrepreneurs ou des projets créatifs. Donc, non, il ne faut pas juger seulement avec la perception de ce qui s'est toujours fait. C'est sûr que l'engagement évolue. Catherine Fournier, mairesse de Longueuil, merci de ton passage à l'émission. Merci à vous pour l'invitation. À bientôt. À bientôt.